Bonjour à tous, je vous souhaite la bienvenue à ce premier café VAE de l'année. Ravie de vous retrouver. Nous sommes actuellement près de 100 invités en ligne et la thématique choisie aujourd'hui, donc comment le dispositif Expérience sans frontières répond-il aux enjeux économiques? Alors, comme habituellement, nous partageons donc 45 minutes d'échange suivies d'une réponse à vos questions que vous voudrez bien nous poser en direct via le chat en ligne. Nous vous enverrons la synthèse des réponses aux questions et naturellement le PowerPoint qui vous sera envoyé. J'ai le plaisir donc d'animer ce webinaire avec ma collègue qui va se présenter. Je suis donc Béatrice Roland, responsable du dispositif académique de validation des acquis de l'Académie de Lille. Et je suis donc en compagnie ce matin de ma collègue Caroline Verolman. Bonjour à tous, effectivement Caroline Verolman, chargée de projet au sein du DAVA et du DABM de l'Académie de Lille et donc plus particulièrement ici en charge de la coordination du projet Expérience sans frontières pour l'ensemble de l'Académie. Merci Caroline. Alors, une année 2023 sous le signe du changement. Nous avons souhaité marquer le démarrage de ce webinaire, effectivement, sur la réforme de la VAE 2023 qui marque la transformation en profondeur de la VAE avec effectivement un accès simplifié, un accompagnement renforcé dès l'entrée dans la démarche, des délais d'obtention de la certification ou du diplôme qui seront dans une idée, je dirais, d'optimisation et de courte durée. Tels sont les marqueurs de la réforme de la VAE et qui visent donc un objectif de 100 000 VAE d'ici à fin 2027. Alors là, on est sur le national et on souhaitait aussi préciser que la région académique donc, se mobilise pour promouvoir la VAE en Hauts-de-France. Alors, nous partageons ces webinaires avec vous depuis quelques temps et les actions de communication qui étaient portées par le réseau Interval seront portées désormais par le DAVA de Lille. Le DAVA de Lille qui est donc certificateur de l'éducation nationale et qui a comme outil à sa disposition je dirais, un site qui permet de présenter l'ensemble des marques et ce site s'appelle Mon Avenir Pro. Alors, 2023 sous le signe de changement, comme je vous l'ai expliqué précédemment. Vous participiez au webinaire sous l'effigie du réseau Interval Guichet VAE en Hauts-de-France. Aujourd'hui, ce réseau est porté au changement. On dira qu'il n'existe pas dans sa forme avec une cartographie de 80 lieux en Hauts-de-France et des accueils en présence. Et le changement qui s'opère est que ce guichet se transforme en un groupement d'acteurs de la VAE en Hauts-de-France qui sera piloté par le DAVA de Lille. Le groupement n'est pas encore constitué, les partenaires sont sollicités. Je reviendrai ultérieurement sur la constitution de ce groupement. L'idée et naturellement que les campagnes de communication, les cafés VAE et les actualités seront toujours au rendez-vous. Vous pourrez nous suivre sur les réseaux sociaux et aussi sur Mon Avenir Pro, sur la marque Dava de Lille et d'Amiens. Et effectivement, comme les collègues l'ont précisé sur le slide, nous avons hâte de partager avec vous cette nouvelle année, développer ensemble la communauté VAE en Hauts-de-France. Vous êtes nombreux à suivre ces cafés VAE, à suivre nos communications, à participer à nos événements en ligne avec d'autres partenaires. Cette année aussi, nous souhaitons redynamiser les événements sur le territoire. C'est pour ça qu'on précisera sur le slide final qu'on aura aussi d'autres ambitions sur 2023, mais je fais un petit peu de teasing pour vous donner envie de poursuivre notre collaboration. Alors, je vous lance le sommaire. Donc, pour Expérience sans frontières, c'est un projet qui est porté par le DAVA de Lille et
l'idée, c'était de recontextualiser le projet, de vous donner quelques données sur l'immigration, parce que ce projet existe parce qu'effectivement, le gouvernement porte un projet immigration au national, les enjeux de ce projet, ses objectifs, le public cible. Et comme je l'ai annoncé en thématique, comment le dispositif répond-il aux enjeux économiques actuels, un parcours individualisé, un accompagnement renforcé. On répondra naturellement, Caroline et moi, à vos questions. Et surtout, vous laisser repartir avec nos contacts pour que vous puissiez orienter vos collègues salariés et puis les candidats à ce dispositif. Alors, Expérience sans frontières, un projet qui est porté et cofinancé par l'Europe, le ministère de l'Intérieur, l'académie et nos collègues de l'académie de Lyon qui portent pour d'autres académies ce projet. L'expérience sans frontières, comme je le disais précédemment, répond à un enjeu sur le territoire, un projet de loi sur l'immigration qui vise à mieux intégrer la population immigrée à travers le travail. Ces personnes qui arrivent sur notre territoire. Alors, en cours dans ce projet, la création d'un titre de séjour, travail dans les métiers en tension, la sollicitation des employeurs pour former à la langue française les salariés allophones, les salariés qui travaillent mais qui n'ont peut-être pas effectivement un niveau de langue française toujours qui leur permet de faciliter leur insertion et même leur emploi, et favoriser l'accès au marché du travail des demandeurs d'asile. Là, on est sur le national et ce projet s'intègre vraiment dans ce projet sur l'immigration. Au niveau de l'académie, donc, nous avons participé à une première expérimentation sur 2020 et 2022, centrée sur une entrée VAE sans frontières, puisque le projet est porté par le DAVA. Le DAVA de Lille, c'est effectivement notifier la recevabilité pour les candidats à la VAE. Nos collègues de Lyon, qui avaient déjà une première expérience, ont souhaité proposer cette expérimentation, de proposer cette VAE aux primo-arrivants sur notre territoire. Nous avons participé à ce projet avec un résultat très positif, puisque sur 2023 et 2024, nous arrivons sur une autre dimension avec un élargissement de l'accompagnement, puisque les candidats qui étaient accueillis dans nos services et qui ne pouvaient bénéficier d'un parcours de VAE pour X raisons, se retrouvaient quelque part sans solution, alors que là, sur le dispositif Expérience sans frontières, on a vraiment pris en compte cette dimension. Et là, c'est Caroline qui rentrera plus dans les détails, mais c'est vraiment de permettre à ces personnes qui entrent sur notre territoire et qui ont déjà des expériences, des certifications dans leur pays, de s'insérer le plus facilement possible sur notre territoire. Alors, l'expérience sans frontières, comme je le précisais, le contexte, naît d'un constat que tous les bénéficiaires répondant aux critères d'éligibilité ne peuvent pas tous entreprendre une validation des acquis. Le dispositif Expérience sans frontières propose une alternative. L'idée, c'est vraiment d'accompagner les candidats vers l'emploi en cas d'impossibilité d'entreprendre une démarche de VAE. On était vraiment parti sur l'entrée VAE puisque c'est les DAVA qui étaient à l'initiative de ce projet. J'ai une expérience dans mon pays, j'arrive en France, je peux faire valider effectivement en fonction de mon expérience au niveau de mon pays d'origine et peut-être grâce à une expérience en France, une certification. Mais ce n'est pas toujours évident. Les métiers exercés sur un territoire ne sont peut-être pas toujours exercés dans les mêmes conditions, avec des technologies différentes, d'autres approches. Alors, l'idée, c'était de ne pas perdre ce financement au niveau de la VAE et de l'étendre donc sur ce dispositif Expérience sans frontières, et qui est porté par 11 académies. Alors, 11 académies, dont Lille. Les académies qui participent à ce projet sont Lyon, qui porte le projet pour le national, la Corse, Reims, Nancy-Metz, Paris, Créteil, Versailles, Aix-Marseille, la Normandie, l'académie de Nice. Voilà pour le contexte général, autant au niveau national que par rapport à l'académie de Lille qui porte le projet et nos collègues sur les autres territoires.
Et là, je vais laisser Caroline vous donner quelques données par rapport à l'immigration pour contextualiser effectivement l'enjeu de ce projet. Oui, effectivement, on a voulu vous donner ici quelques chiffres afin de vous permettre d'avoir une meilleure visibilité des personnes qui peuvent être concernées par ce dispositif. Donc, une population totale ici, actuellement en France, de plus de 67 millions. Sur ces 67 millions, on considère comme 62 millions de personnes françaises et 5,2 millions de personnes étrangères. Parmi ces Français, donc à la fois les Français de naissance et les Français par acquisition, nés en France, qui représentent environ 60 millions de personnes, et en parallèle, donc des Français par acquisition nés hors France, au global de 2,5 millions. À peu près. Et néanmoins, au niveau des étrangers, donc là, nous avons deux types de personnes, de catégories de personnes. Donc, effectivement, dans ces étrangers, les étrangers nés hors France, qui représentent 4,5 millions et qui sont la cible du dispositif, qui sont vraiment les personnes concernées par ce dispositif. Et nous en avons également un petit peu moins d'1 million des étrangers qui sont nés en France et qui, là, ne sont pas c'est la cible du dispositif alors il y a des spécificités, hein, c'est-à-dire que même des personnes qui sont il y a même des personnes qui sont nées à l'étranger mais qui arrivent en France et qui arrivent à avoir la nationalité française, par exemple, ces personnes-là, nous ne pourrons pas les intégrer. Donc voilà, on en reparlera après. Il ne faudra pas hésiter à revenir vers nous parce que les critères d'éligibilité ne sont pas toujours très simples et il y a tellement d'exceptions. Voilà. On a compris grâce à notre première expérimentation, Caroline, qu'on est vraiment sur du cas par cas. On a chacun nos parcours, on va dire, de vie et parcours professionnel, mais là, on a testé sur 2020 et depuis 2020, 21-22, vraiment des parcours riches. Hein. Au global, on a des personnes qui se présentent et qui sont vraiment motivées pour s'insérer, mais l'idée de la partie chiffrée, c'était de vous préciser qu'on a quand même un réel potentiel pour ce projet. Et nous sommes, sur les Hauts-de-France, mais on a de beaux parcours devant nous. Hein. Voilà. Alors, je laisse Caroline poursuivre sa présentation. Les données par rapport à l'immigration. Oui, alors on vous a ici précisé un petit peu le type d'immigration, les principaux types d'immigration en France et les pays d'origine. Donc, c'est un petit peu ce qu'on a pu retrouver déjà l'année dernière sur le dispositif VAE sans frontières. Donc, effectivement, dans un premier temps, les motifs d'immigration sont principalement d'ordre économique. Donc, d'ordre économique, c'est-à-dire des personnes qui viennent pour travailler en France, ou que ce soit temporaire ou durable. Mais également, ça concerne également des personnes qui, par exemple, des scientifiques, des chercheurs qui viennent pour travailler également en France. Deuxième motif principal, pour des raisons de vie privée, rapprochement familial, etc. Par la suite, les études, un cursus souvent universitaire peut-être en France, et puis pour des raisons humanitaires. Donc là, des raisons humanitaires, on va dire plus précisément des personnes demandeurs d'asile ou réfugiés politiques qui viennent pour des raisons bien sûr politiques. Et puis par ailleurs, donc au niveau des pays d'origine, on a les principaux, alors au niveau national, sont à la fois le Maroc et l'Algérie, la Tunisie, donc on est principalement sur les pays du Maghreb, mais également la Côte d'Ivoire et encore la Chine, donc qui font partie des pays les plus, des populations les plus présentes en France. Là, on est sur quelque chose de général, on n'est pas sur le projet en lui-même. Ici. Là, c'est national, d'accord. Raison économique, privé, études, humanitaires, et après on a ces 5 pays d'origine. Merci Caroline. Alors on poursuit notre présentation donc sur les enjeux de ce projet. Oui. Alors, les enjeux qui étaient les mêmes enjeux que sur le dispositif VAE sans frontières, que certains d'entre vous ont pu connaître. Donc, dans un premier temps, les publics migrants qui parviennent à travailler en France n'arrivent pas forcément à retrouver un emploi correspondant à leurs compétences et à leur niveau de qualification de leur pays. Et donc, une grande partie de ces populations exercent des métiers en dessous de leur
de leur qualification. Donc ça, c'est un enjeu primordial concernant le dispositif. Et le deuxième concerne cette fois plus les entreprises qui peuvent parfois être amenées à rencontrer des difficultés à recruter du personnel qualifié et qui finalement pourraient correspondre à ce public. Donc voilà, c'est une partie sur la qualification du pays qui ne permet pas toujours de retrouver un emploi sur le même niveau. Et là, nous, on est en appui pour permettre à cette personne peut-être de se qualifier et progressivement pouvoir retrouver un niveau de qualification plus proche de ce qu'elle connaissait un exemple dans leur pays. Un exemple, nous avons des... alors, un exemple. Ah, pardon, je mets peut-être en difficulté, j'aurais peut-être pas dû poser la question là, mais... quelqu'un qui est arrivé avec un niveau et au final peut-être n'a pas pu de suite s'insérer. Je pense à l'infirmière, l'aide-soignante. Je pensais à ça également. Après, dans le technique, je ne sais pas si on a un autre exemple. Alors, des exemples. J'ai des exemples de personnes qui ont vraiment connu des situations extrêmement compliquées entre le métier exercé dans leur métier, dans leur pays, et le métier finalement qu'elles ont été contraintes d'exercer ici en France. Je pense par exemple à une magistrate avec qui on a travaillé l'année dernière, qui pensait qu'il n'y avait plus de possibilités pour elle dans son secteur d'activité et qui de ce fait avait occupé des postes d'agent d'entretien. Et qui s'était fait une raison et qui en était très désolée, mais m'expliquait que la vie faisait qu'elle avait dû reprendre une activité professionnelle. D'accord. Donc c'est ce genre de décalage entre leur origine et puis ce qui peut leur être proposé en France qui fait l'objet de ce dispositif. En fait. D'accord. C'est essayer de pallier aux difficultés qu'elles peuvent rencontrer. Diminuer l'écart entre les deux. Ouais. Je me permets de poser des questions à Caroline parce qu'elle a une expertise et je pense que c'est important que vous compreniez bien les objectifs de ce projet. On a des potentiels et vraiment de beaux parcours et l'idée c'est que de permettre à ces personnes de s'insérer le plus facilement possible. Et effectivement, comme on est sur le deuxième enjeu, c'est on a des difficultés de recrutement et ces personnels ont envie de travailler. Enfin, ces personnes, pardon. Je parle de personnel, mais ce sont personnes. Les objectifs du projet ? Oui, donc les objectifs tels que ils ont été présentés aux financeurs. Les objectifs, dans un premier temps, concernant vraiment le dispositif, donc on va reprendre des choses qu'on vient de dire précédemment, mais c'est à la fois mobiliser les migrants en s'appuyant sur des partenaires de proximité, et ça c'est vraiment quelque chose sur lequel on insiste. C'est un des biens fondés du dispositif, c'est vraiment le partenariat qu'on va pouvoir mettre en place, maintenir et approfondir pour le bien des bénéficiaires en fait. C'est que nous travaillons en concertation, on ne travaille pas chacun dans son coin, on essaie de venir en parallèle suite à une demande que nous font les prescripteurs pour permettre d'avancer plus facilement peut-être ou d'avoir un autre regard dans l'accompagnement. Je pense à des conseillers Pôle emploi, des choses comme ça. On s'intègre dans un accompagnement qui va déjà exister. Donc c'est pour cette raison que je vous dis que le partenariat est renforcé avec, par exemple, les conseillers Pôle emploi ou d'autres prescripteurs qui accompagnent ces candidats. Deuxième enjeu, concernant l'accompagnement des bénéficiaires vers l'emploi, ça, bien sûr, l'objectif est l'emploi, l'insertion durable. On en reparlera également par la suite. Et troisième objectif, garantir la continuité de parcours et éviter les décrochages. Et ça, j'insiste là-dessus parce que, effectivement, de par l'expérience l'année dernière sur VAE sans frontières, on a bien pris conscience à quel point ces candidats alors l'année dernière en tout cas, ils étaient pas en France depuis très très longtemps, donc ils découvraient aussi le pays, la culture, l'administration. Alors leur parler de VAE, c'était quand même assez compliqué pour eux d'intégrer ce qu'était la VAE et de comprendre pourquoi la VAE. Enfin voilà, c'était un peu complexe. Donc ils ont besoin pour moi, ils ont vraiment besoin d'une proximité. Ils ont besoin qu'on soit derrière eux pour les soutenir, pour les encourager. C'est sûr que c'est pas toujours évident parce que eux ont besoin de travailler. Donc, quand on leur demande ou on leur conseille de faire d'autres démarches,
sur le coup, ne voient pas forcément l'intérêt parce qu'ils peuvent avoir besoin de travailler très très rapidement. Mais donc, c'est vraiment un des principes du dispositif, c'est de les aider à tenir parce qu'on est sur l'objectif est une insertion durable et non pas le premier emploi qu'ils pourraient trouver et qui ne correspondrait pas forcément à leur qualification. Donc voilà les principaux objectifs du dispositif Expérience sans frontières, et donc cette fois plus particulièrement pour les bénéficiaires. Il faut avoir en tête que ce dispositif est un dispositif, selon moi, d'orientation et d'insertion professionnelle. Donc, avec pour objectif principal la valorisation de l'expérience. Donc, la valorisation de l'expérience, comme on vous l'indique ici, complétée éventuellement par des formations, par des immersions, afin de s'approprier davantage le monde économique et les attentes du marché du travail ici en France. Par ailleurs, il peut être nécessaire, donc ça peut être aussi un objectif pour ces bénéficiaires, de renforcer leur niveau en langue française, et plus particulièrement dans le cadre professionnel. C'est-à-dire que l'idée, c'est de les aider à valoriser à nouveau leur expérience, même de par un vocabulaire, le vocabulaire lié à leur méthode de travail, aux technicités, leur vocabulaire quotidien professionnel. C'est aussi quelque chose sur lequel on travaille avec eux lorsque ça leur est nécessaire, afin de mieux se mettre en avant, mieux, même face à un employeur demain, ou dans le cadre d'un CV, ou dans le cadre d'une démarche de VAE, etc., etc. On en reparlera. En termes techniques. C'est ça, ouais. Troisième objectif, les aider à découvrir et s'approprier donc les pratiques professionnelles en France, effectivement par le biais d'immersion, de stages. On les encourage très fortement, tous, à réaliser des périodes d'immersion en France afin de s'imprégner à minima dans un premier temps, pour ensuite être plus crédibles et mieux savoir en parler lorsqu'ils vont rencontrer des employeurs potentiels. Parce que c'est vrai que s'ils arrivent uniquement avec leur expérience française, on peut leur reprocher d'avoir une belle expérience, mais qui ne correspond pas forcément exactement à ce qu'on attend d'eux en France. Et donc le fait de pouvoir être immergé, soit par des modules de formation, soit par des immersions en entreprise, ça leur permet aussi de s'enrichir et de voir à quel point c'est différent ou pas. Donc ça peut aussi leur permettre de se rassurer, puis ça peut aussi leur permettre de mieux comprendre et de mieux en parler, et ça, c'est un des objectifs. Le public, alors là, comme on disait tout à l'heure, on est vraiment peut-être sur un public avec chacun son parcours, chacun son parcours personnel, professionnel, mais on a quand même des critères au niveau de l'entrée dans le dispositif Expérience sans frontières. On ne peut pas accueillir tout le monde. Oui. On ne peut pas accueillir tout le monde, néanmoins, contrairement donc pour les personnes ici présentes qui nous ont suivis sur VAE sans frontières, on élargit énormément le public. Donc, nous sommes sur avant tout, des migrants ayant passé le stade de la régularisation. Premier critère indispensable, c'est que la personne soit issue d'un pays hors Union européenne, qu'elle ait un projet d'insertion professionnelle durable, que ce soit un objectif pour elle, qu'elle possède une expérience professionnelle, alors on l'a dit tout à l'heure, que ce soit à l'étranger et ou en France, peu importe, mais en tout cas il faut un minimum d'expérience professionnelle, ayant un niveau de compréhension et d'expression écrite et orale en français suffisant pour décrire leur expérience professionnelle. À nouveau, on est là pour les aider à verbaliser et à valoriser leurs compétences. Donc on est là vraiment pour vérifier qu'elles sont en mesure, ou elles seront en mesure bientôt d'exprimer, d'identifier, d'évaluer leurs compétences et de savoir les mettre en avant. Donc ça, c'est quand même un critère, le niveau en français, c'est un critère important dans le sens où c'est vrai que parfois nous avons des candidats qui nous sont envoyés avec lesquels la communication en français n'est pas du tout faisable. C'est-à-dire que ces personnes aujourd'hui, elles ne sont pas prêtes à intégrer le dispositif. Il y a un minima qui est nécessaire au niveau de leur connaissance à l'écrit et à l'oral. Sinon, elles seront trop en difficulté pour évoquer, parler, comprendre ce qu'on appelle... ce qu'on entend par compétence transversale, par compétence technique. Voilà, il y aura un trop gros fossé. Donc, il se peut que parfois des personnes, effectivement, nous sont envoyées avec un niveau
trop insuffisant. On va les encourager à travailler leur français et à revenir vers nous lorsqu'elles se sentiront suffisamment prêtes. On réévaluera à ce moment-là leur niveau. J'ai un exemple qui date d'hier, une dame qu'on n'a pas pu intégrer l'année dernière, l'été dernier, parce qu'un niveau en français trop insuffisant. Cette dame n'avait jamais suivi de cours en français. Elle est revenue vers moi hier. Ah, c'est bien. Et elle était en France depuis combien de temps, Caroline? Non, je pose une question. Elle est arrivée au moment du Covid. Ah, au moment du Covid, d'accord. Oui, elle fait déjà quand même à peu près. Elle a travaillé, elle a fabriqué les masques. Ah. Parce qu'elle avait une expérience en couture dans son pays. Donc, elle a tout de suite pu travailler dans une entreprise d'insertion à fabriquer les masques. De ce fait, le français est resté de côté. Donc, elle a pratiqué l'oral, elle a communiqué à l'oral, mais l'écrit, elle n'a pas du tout travaillé. Donc, quand elle est venue, elle nous a été orientée l'été dernier. On a évalué son niveau en français, c'était trop juste et on allait la mettre en difficulté si on l'intégrait. Donc, elle a démarré des cours en français. Elle est en français actuellement, en cours de français. Et comme elle finit bientôt, elle est revenue vers moi pour me demander si on pouvait l'intégrer pour essayer de l'aider dans sa situation. Voilà. Je ne m'attarde pas plus là-dessus, je continue. Donc, les personnes doivent être disponibles pour s'engager dans la démarche. Alors, disponibles parce que, on vous l'explique plus tard, c'est un accompagnement renforcé sur un certain nombre d'heures, sur un certain nombre de semaines. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas prendre des personnes qui travaillent. Mais il faut que ces personnes, il est nécessaire que ces personnes, ou que leur employeur, aient conscience que c'est une démarche qui est là pour les aider à s'insérer, et donc parfois elles peuvent avoir besoin de temps en dehors de leur travail. Donc je pense à des personnes qui sont en contrat aidé, ça peut vraiment être aussi. Ouais, on a une personne actuellement où c'est le cas, elle est en contrat aidé, mais elle est dans le dispositif et on va essayer de travailler à nouveau en partenariat avec l'employeur pour avancer en parallèle en fait sur son accompagnement à l'insertion professionnelle. Donc on peut prendre des demandeurs d'emploi, on peut prendre des salariés. Des personnes qui souhaitent obtenir une reconnaissance de leur carrière antérieure avec le moins de déqualification possible, comme on en a parlé, et puis des personnes désireuses d'acquérir les connaissances et les techniques nécessaires à la conduite de leur projet professionnel et à la reconnaissance de leurs compétences. On a parlé de compétences techniques, compétences transversales, c'est vraiment une des priorités de ce dispositif. Donc voilà pour le public. Merci Caroline. Alors l'objectif et la thématique donc de notre webinaire ce matin, c'est effectivement ce dispositif Expérience sans frontières. Comment il répond donc aux enjeux économiques actuels. Alors, on a parlé d'un parcours individualisé. Caroline, tu peux peut-être nous donner plus de détails? Effectivement, on l'a dit, chaque cas est particulier, chaque situation est individuelle et donc, bien sûr, l'accompagnement va être individualisé. Donc, quel que soit le projet professionnel, Expérience sans frontières a pour objectif d'établir dans un premier temps un diagnostic des besoins du bénéficiaire. Donc, de ces besoins, toujours au regard, bien sûr, de son insertion professionnelle. Donc, dans un premier temps, un diagnostic pour tous les candidats qui nous sont envoyés. Et puis, donc l'élaboration d'un plan d'action afin d'envisager l'insertion durable. Donc, différents dispositifs d'insertion professionnelle seront mis en œuvre suite à ce diagnostic et combinés pour garantir la réussite de chaque parcours. Là, je vous ai mis quelques items, mais on verra un petit peu plus loin, de façon un peu plus concrète, le type de dispositif qui peut être par exemple requis ou conseillé pour chacun de ces candidats. Donc, à nouveau, la valorisation de l'expérience. Par exemple, avec la validation d'acquis de l'expérience. Ensuite, le renforcement de la maîtrise du français par des formations en langue étrangère, donc le FLE adapté toujours au projet professionnel, répondre aux attentes du marché du travail en proposant des parcours de formation professionnelle et découvrir et s'approprier les pratiques professionnelles en France par des stages ou des temps d'immersion. On rejoint ce qu'on a dit juste au-dessus, mais c'est là dans ce sens où on insiste sur le fait que c'est un parcours individualisé. On aura des personnes qui n'auront peut-être pas besoin de FLE, on a d'autres personnes pour lesquelles, au contraire, ce sera peut-être la priorité. Des personnes qui ont travaillé en France n'auront peut-être pas forcément besoin d'une immersion. Par contre, des personnes qui n'ont pas du tout encore travaillé en France, les immersions seront une obligation. Voilà, etc. Les fondamentaux de cet accompagnement individualisé. Donc,
On revient sur l'ingénierie de parcours sans couture, une approche par la valorisation des compétences, un accompagnement au développement des compétences. Je vous l'ai dit précédemment, mais on vous le note pour que ce soit bien clair pour vous. Le partenariat avec les acteurs, le fil conducteur, donc qui est l'insertion durable, l'insertion professionnelle durable, et cette assistance renforcée dont on vous a parlé et dont je vais vous parler, je pense, très bientôt. Voilà, il se trouve ici, cet accompagnement renforcé. Donc, chaque bénéficiaire sera mis en lien avec un référent de parcours. Un référent de parcours qui est un professionnel du réseau des Greta, avec lesquels nous travaillons dans le cadre de ce dispositif. Et donc, on travaillera au plus près du domicile des candidats. Donc, pour rappel, nous sommes basés sur l'ensemble de l'Académie de Lille et nous avons des référents de parcours qui ont été formés sur certains territoires, qui sont présents d'ailleurs ici aujourd'hui. Un petit clin d'œil. Voilà, et qui pourront accompagner au plus près pour éviter des déplacements. Donc on fera de notre mieux parce qu'effectivement, on n'a pas un référent de parcours dans chaque ville du Nord-Pas-de-Calais, mais on essaiera de faire en sorte de permettre un accompagnement de proximité. Donc ce référent de parcours seront les interlocuteurs privilégiés du bénéficiaire. Donc, ce sera toujours le même référent de parcours pour le candidat. Après avoir fait le diagnostic. C'est ça. Ouais. C'est ça. Ensuite, ce référent de parcours va suivre le bénéficiaire tout au long de son parcours. Il va mettre en œuvre le plan d'action qui a été préalablement défini lors du diagnostic et il va travailler avec ce bénéficiaire, notamment sur les compétences transverses et sur son projet professionnel. Et il va également faciliter à nouveau l'intégration du bénéficiaire à travers peut-être la mise en place de dispositifs que je cite juste après et de formation ou de modules de formation complémentaires. Cet accompagnement renforcé, il est grosso modo de 12 heures donc auprès avec ces référents de parcours professionnels des Greta. Voilà, ça sera en moyenne. Il est de 12 heures. Il est de 12 heures, ouais. Alors, la personne qui prend contact pour entrer dans le dispositif, on vérifie son éligibilité, on lui propose un diagnostic qui est réalisé par une collègue chez nous, et une fois que la personne a, je dirais, ciblé le parcours potentiel, elle est orientée vers un référent de parcours pour qu'elle puisse être accompagnée tout au long du parcours. Je me permets de rebondir par rapport à l'expérience de l'année dernière. Caroline, on se rend bien compte que ces personnes, pour certaines, on a un peu d'autonomie, mais pour d'autres, on arrive sur le territoire, la législation française, l'administration, tout ça, c'est vraiment nébuleux. Ça fait que le fait d'avoir un référent, on a un interlocuteur privilégié et peut-être évoquer aussi un appui supplémentaire par rapport à un réseau de bénévoles qu'on sollicite en fonction de l'autonomie du candidat. Oui, une spécificité sur notre territoire. Oui, qu'on avait déjà initié l'année dernière à un autre niveau, donc avec l'association Agir ABCD, qui est implantée au niveau national. Donc nous travaillons avec eux pour l'ensemble de l'académie. Ces bénévoles sont souvent des personnes retraitées, issues souvent de l'éducation nationale, donc qui ont quand même une connaissance des dispositifs et du mode de fonctionnement de l'éducation nationale, et qui sont implantés sur également l'ensemble du territoire et qui vont pouvoir venir en appui des personnes qui en ont besoin. Qui viennent en complément de ces référents de parcours professionnels des Greta. C'est-à-dire que la relation est aussi un petit peu différente. Avec les professionnels de l'orientation, certains candidats ne se permettent pas ou ne se donnent pas le temps, elles savent qu'elles sont là pour travailler sur le professionnel et donc parfois il y a des petites choses d'ordre un peu plus personnel qui peuvent avoir une incidence sur le professionnel et qui n'est pas forcément évoquée ou pas suffisamment peut-être avec le référent de parcours. Et le bénévole peut venir à ce moment-là afin de mieux comprendre la situation de la personne, personnelle ou familiale, et qui fait que parfois, effectivement, je me répète, mais ça a des incidences sur le pro et qui nous permet aussi d'essayer
ce bénévole va essayer d'identifier ces freins et nous les remonter pour que nous, on trouve ensemble une solution et qu'on s'adapte en fait aux difficultés potentielles ou qui pourraient se présenter prochainement. Donc, ces bénévoles prennent un contact avec ces candidats. Enfin, nous, on les sollicite. Et ensuite, c'est un lien qui se crée entre eux. Je sais qu'ils se rencontrent chez les uns, chez les autres, ou dans des cafés, ou enfin voilà, peu importe. C'est un autre lien. Donc là, aujourd'hui, c'est une personne de soutien supplémentaire qui intervient quand on en a besoin. Donc, on le proposera aux candidats. Et aussi pour la mobilité, par exemple, Caroline, parce que se déplacer, c'est pas toujours évident. Oui, ça peut être aussi sur les démarches administratives, ça peut être réexpliquer les différentes étapes de l'accompagnement ou les différents interlocuteurs, qui fait quoi, etc. Enfin, voilà, ça peut être assez large. C'est un plus. Elle vient en complément. C'est un plus. Ça ne sera pas automatique, mais c'est un plus en fonction de l'autonomie du candidat. On a donc le candidat qui se présente, son diagnostic, son référent de parcours, et ça, c'est un plus. C'est spécifique sur l'Académie de Lille, puisque nos collègues de Lyon et des autres territoires ne fonctionnaient pas comme ça, mais c'est parce qu'on a lancé le projet et qu'on a sollicité un réseau de bénévoles, et ça s'est bien organisé sur la VAE Sans Frontières, et qu'on a souhaité conserver ce partenariat, cette relation, parce que au bilan l'année dernière, tout le monde y a pris goût, et ça a été un plus. Je me permets, Caroline. Les modules mobilisables, j'ai fait une réduction pendant le parcours. Effectivement, ici, un petit aperçu des différents dispositifs que nous pourrions mobiliser dans le cadre de cet accompagnement. Donc, une PMSMP, pour les personnes pour qui ça ne serait pas très clair, PSMP, je ne sais même plus exactement. Période de mise en situation au milieu professionnel. C'est ça. Donc, nous sommes sur des périodes d'immersion. Une démarche de VAE, pourquoi pas, une démarche de FLE ou de FOS, comme on vous l'a évoqué, une remobilisation à l'emploi. Donc, parfois, on travaille aussi simplement sur les facteurs de motivation, le moteur pour retourner à l'emploi, etc. Un dispositif CLEA ou CLEA numérique ou des choses comme ça. Une formation, pourquoi pas, numérique. Un module de formation complémentaire. Pour certains, on sera sur une reprise de formation. On parlait tout à l'heure de personnes infirmiers ou aides-soignants pour lesquels, alors je pense à un infirmier que nous avons actuellement pour lequel la VAE n'est pas envisageable, qui souhaite de ce fait reprendre la formation d'infirmier en France. Donc on va l'accompagner sur cette reprise de formation. Lui expliquer comment s'y prendre, les étapes, les dates. Enfin, voilà, on va essayer de l'aider au mieux. Parfois également, c'est notre cas, et également accompagnement à la création d'entreprise. Nous avons également un candidat aujourd'hui qui était boulanger dans son pays, à son compte, qui s'engage dans une démarche de VAE et qui en parallèle bénéficie ou va bénéficier prochainement d'une formation à la création d'entreprise. Voilà, un petit exemple concret. Alors, les enjeux. Comment le dispositif répond-il aux enjeux économiques? Alors, on a fait un petit récap. Ce dispositif est donc intégré au projet Immigration et au niveau des enjeux économiques actuels, naturellement, pour que je dirais que ces personnes puissent s'insérer. On s'appuie sur les besoins des entreprises en termes de personnel qualifié. On prend conscience, on fait prendre conscience, aux bénéficiaires des différences existantes sur un même métier en France et à l'étranger. Ça, c'est pas toujours évident. Et Caroline, on l'a vu sur certains parcours. On arrive et on pense pouvoir intégrer un poste de suite, alors que le contexte de travail n'est pas toujours le même. Un exemple en tête? Une dame qui fait partie du dispositif du dispositif VAE Sans Frontières, mais qui est toujours en cours d'accompagnement et qui était aide-soignante dans son pays, qui avait entamé la formation d'infirmière et qui dans son pays mettait au monde des enfants seule, sans appui de médecin. Voilà, et à qui en France on lui fait bien comprendre. Il est nécessaire qu'elle comprenne, au contraire, qu'il ne faut pas qu'elle dépasse son champ de compétences, sinon ça ne va pas du tout être bien perçu et ça ne va pas être accepté par un jury. Là, notamment, on parle de VAE.
voilà, je pense à cet exemple, où cette dame a largement dépassé les compétences telles que nous, on l'entend dans le métier d'aide-soignante ici en France. Merci Caroline. Alors, il forme les bénéficiaires aux attentes du marché du travail français. Alors, on revient un peu sur la même dynamique. Il ouvre la voie vers une insertion durable et un regain de statut social, et l'intégration par l'activité économique demeure à ce jour le moyen d'intégration plus efficace des étrangers au sein de la société française. Oui. Oui. L'activité économique, tu peux rebondir peut-être? Oui, alors ça, c'est même une donnée au niveau national. Hein. Le gouvernement indique bien que la meilleure façon d'intégrer les publics étrangers, les publics migrants, c'est vraiment de les insérer professionnellement. Et que le fait de les insérer professionnellement va les aider à avoir de nouveaux repères, intégrer la culture, intégrer les démarches administratives, mieux comprendre le fonctionnement français et donc de ce fait mieux s'insérer. L'intégration par l'activité économique, c'est-à-dire que précédemment, on aurait peut-être pu penser qu'une personne qui arrivait, qui apprenait le français et qui se mettait à niveau quelque part, pouvait s'intégrer, alors qu'on se rend bien compte que c'est grâce à ce support d'activité économique qui est moteur. Qui est moteur aussi pour apprendre la langue. Les personnes se rendent compte que effectivement, le fait parfois de parler un petit peu français, mais de ne pas savoir l'écrire, ça les freine dans leur, ça les freine dans leur profession, mais ça les freine dans leur vie perso. C'est ça, c'est ça. Donc c'est aussi, enfin, je rejoins ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que dans la loi immigration qui est en cours là actuellement, c'est aussi quelque chose qui est demandé aux employeurs, c'est de favoriser l'appropriation de la langue française à travers des formations. Donc le gouvernement encourage fortement les employeurs à former en français ses salariés. Également. Un salarié qui serait déjà en entreprise, un salarié qui pourrait encore évoluer dans l'entreprise grâce à des formations complémentaires. Alors, soit évoluer, soit même le maintenir dans l'entreprise. D'accord. Merci. Un contact pour Expérience sans frontières, donc. Oui. Une adresse mail générique. Oui, donc nous avons une adresse mail spécifique, expérience sans frontières@ac-lille.fr. Vous avez ici un numéro de téléphone qui correspond donc à la personne, Susan Ballard, qui va recueillir, réceptionner tous les candidats potentiels et donc qui va pouvoir répondre également à toutes questions complémentaires auxquelles on n'aurait pas pu répondre ou à des cas particuliers. Comme on vous l'a dit, c'est vrai que les prérequis ne sont pas toujours très simples à savoir si la personne peut intégrer ou pas. Donc voilà, on est tout à fait joignable sur ces deux contacts. Et on a souhaité ajouter aussi les contacts nationaux, puisque c'est un projet qui est porté sur d'autres académies. Oui, effectivement, comme on vous l'a dit, et comme je ne sais pas forcément qui est présent, et si vous êtes tous de la région ou pas, on a fait un petit focus sur les contacts des autres collègues. Des collègues qui sont engagés sur le dispositif. Très bien. Alors, on va vous remercier pour votre attention et on va prendre les questions du chat. Alors, nous rencontrons en ce moment des Ukrainiens diplômés doctorat, par exemple, qui ne pratiquent pas la langue et acceptent le travail en restauration. Alors, une condition pour pouvoir intégrer les Ukrainiens là, je ne sais pas si c'était une question. Ouais. Ou alors c'est plutôt une remarque. Oui, une remarque. Ouais. Mais bon, on continue alors. Ouais. Alors, ça, c'est Stéphanie. Alors, Stéphanie, d'accord. Si vous avez besoin d'une réponse à une question, Stéphanie, vous pouvez la poser dans le chat. Quels sont les partenaires de proximité? On aura possibilité d'intégrer des Ukrainiens à partir du moment où ces personnes ont un projet d'insertion durable en France. À partir du moment où ils décident de rester en France. D'accord. Oui. Parce que là, on est normalement hors Union européenne dans le projet. Voilà. Il y a cette marge de manœuvre. Oui. D'accord. De toute façon. Quels sont les partenaires de proximité? Alors, je répète donc ce fait la présence des Greta, donc des référents de parcours des Greta, les accompagnateurs VAE, si on est sur une démarche de VAE des Greta, l'association Agir ABCD avec les bénévoles dont on a parlé, je pense à l'OFI, les conseillers Pôle emploi, comme je l'ai dit, on va essayer de travailler vraiment chacune des personnes qui va intervenir dans l'accompagnement renforcé de ces candidats sera
obligatoirement en contact privilégié avec les prescripteurs. Donc, je pense au conseiller Pôle emploi, je pense à des plis, peu importe le prescripteur, mais voilà, je pense principalement à ces partenaires. OFI, je le dis. Ah, j'ai pas j'ai cru d'accord, l'OFI. Parler de l'OFI. Après, un panel de partenaires en fonction des besoins, c'est toujours pareil. Quand on est sur du cas par cas, on va solliciter des entreprises, l'association d'insertion en fonction des secteurs. Oui. Je dirais que là, Laurence, on est sur un maximum de partenariats possibles en fonction du cas particulier. Voilà. Oui, des structures d'insertion, je pense à des chantiers d'insertion aussi. Des organismes de formation. Oui. Voilà, Paquita. Alors, quelle est la différence entre les deux dispositifs? Alors, c'est que le dispositif Expérience sans frontières fait suite au dispositif VAE sans frontières. Oui. On a démarré par une première expérimentation où l'entrée n'était que VAE, mais les candidats, comme on a pu le présenter, qui ne pouvaient pas bénéficier de ce parcours de VAE, quelque part, on était un petit peu dans l'embarras parce que on n'était pas uniquement sur de la VAE. On a ouvert donc ce dispositif et il ne s'appelle plus VAE sans frontières, il s'appelle maintenant Expérience sans frontières. L'idée, c'est qu'on a une expérience hors frontières et que par rapport à cette expérience ou ces expériences sans frontières, hors de nos frontières, quelque part, nous permettent d'accompagner ces candidats vers une insertion durable. Oui. Peut-être rebondir, Caroline ? En fait, l'année dernière, VAE sans frontières, on était vraiment sur une démarche de VAE. Et si la personne ne pouvait pas intégrer la VAE, on lui faisait des préconisations, mais notre accompagnement s'arrêtait là. Alors que cette année, on va étudier la possibilité d'une démarche de VAE et si la personne ne peut pas intégrer la VAE, on va lui proposer d'autres, donc à partir du diagnostic qu'on a évoqué précédemment, on va lui proposer d'autres types d'accompagnement, je répète, le CLEA, le FLE, des immersions, voilà, on peut faire appel à un certain nombre de dispositifs pour essayer de l'aider à s'insérer si la VAE n'était pas possible. Merci Caroline. Alors Suzanne, effectivement, le PowerPoint de présentation vous sera adressé. Je vois que Suzanne a répondu. Antonella, je n'ai pas compris d'où viennent ces bénévoles, associations. Ah, il y avait quelque chose entre deux, Caroline ? Merci pour cette confirmation du... Oui, la transmission du PowerPoint, oui. Non, je n'hésiterai pas en effet à organiser cela avec vous. Ah, d'accord. Cela, je ne sais pas de quoi vous parlez, mais en tout cas... une intervention. Nous intervenions auprès de vos collègues Pôle emploi. C'est Suzanne qui propose. Excusez-nous, on suit le chat. Alors, Antonella, je n'ai pas compris d'où viennent les bénévoles, associations. Oui, c'est une association. L'idée, c'est au démarrage dans le projet VAE sans frontières de se dire qui sont ces référents de parcours, puisqu'on est bien sur une expérimentation. Et ces référents de parcours, on a tout de suite sollicité des bénévoles en se disant que c'était peut-être nous permettre d'avoir un panel de personnes disponibles sur l'ensemble du territoire. Et aujourd'hui, on s'est rendu compte, et eux aussi d'ailleurs, ça a été le constat et le bilan, c'est qu'ils n'étaient pas toujours à même de répondre à l'ensemble des questions. Ce sont des bénévoles qui ne travaillent plus dans des structures d'orientation d'insertion et on a eu un petit écart. Alors, on a donc changé un petit peu notre orientation. Les référents de parcours tels qu'on les entend dans l'Expérience sans frontières sont des référents, comme le disait Caroline, du réseau des Greta. Des spécialistes de l'orientation. Des spécialistes, mais on a quand même conservé notre collaboration avec le réseau de bénévoles parce qu'ils ont pris goût aussi à accompagner ce public parce que c'est un public qui est quand même très attachant, Caroline. On a vu sur les témoignages des personnes qui effectivement bénéficient de cet accompagnement, comme le disait Caroline, renforcé de 12 heures, mais en 12 heures, on ne peut pas toujours prendre le temps peut-être de boire un café, d'être accompagné sur une démarche administrative. Et là on a vraiment le complément. Voilà, j'espère avoir répondu à votre question, Antonella. En fait, ils peuvent être présents avant tout pour les soutenir moralement, aussi dans leur démarche. Voilà. Alors, Antonella nous dit merci. Enfin, dit merci à Suzanne. Quels sont les financements de ces différents modules durant le parcours ? Alors là, on est sur du droit public. Oui.
Du droit commun, pardon. Droit commun. Oui. Ouais. Nous, on a… pardon, Caroline. Non, vas-y. L'idée de ce projet, c'est de permettre d'avoir une enveloppe pour avoir un coordonnateur et je dirais, faire la promotion du projet, à créer du lien entre les différents partenaires, mais le financement des modules, le financement de la VAE, on reste sur du droit commun. On n'a pas de financement spécifique pour les formations. Ça, c'était une question qui avait été posée dans le montage. On n'a pas de financement spécifique. On est vraiment là pour mettre de l'huile dans les rouages, si je puis me permettre, Caroline. Comment intervient Pôle emploi? Intervient en amont sur le… Alors, Pôle emploi va intervenir pour l'identification, donc concernant l'identification, le repérage du public potentiel. Ça peut être également par le biais de réunions d'information collective auxquelles je peux participer si besoin, sans problème, pour sensibiliser le public. Et puis ensuite, c'est le partenariat qu'on évoquait tout à l'heure, le lien de proximité qu'il est nécessaire que l'on puisse avoir avec le conseiller Pôle emploi pour être de concert dans l'accompagnement et ne pas proposer des choses qui auraient déjà été proposées ou qui n'auraient pas fonctionné. Voilà, c'est dans ce sens-là. Et aussi, dans le sens où parfois on pourra avoir besoin du conseiller Pôle emploi. Alors, pour un certain nombre de choses, je pense pour des personnes, alors à nouveau, je vais faire allusion à VAE sans frontières et donc à la VAE, mais il y a quand même certaines étapes où, alors pour le candidat, c'est compliqué de comprendre chacune des étapes de VAE, et donc on a besoin d'avoir ce lien de proximité avec le conseiller Pôle emploi, peut-être pour réaliser les démarches concernant les 250 €, peut-être pour aider à mettre en place, d'un point de vue technique, l'immersion, expliquer les documents, comment il faut s'y prendre, voilà, ce genre de choses. Pour ceci, nous faisons un webinaire. Oui, à destination des conseillers Pôle emploi. J'ai plus la date. Le 28. 28 mars. Oui. La direction régionale va prendre contact avec un certain nombre d'agences qui ont été repérées sur le territoire afin de les informer sur le dispositif. Et donc, on refait un webinaire le 28 mars à 14 h. Je pense que c'est la question de Suzanne en plus. Actuellement, Pôle emploi prescrit déjà vers des référents Greta au niveau de la VAE, mais aucune distinction n'est faite à ce jour pour la VAE. Alors, pas sans expérience, sans frontières. Alors, on est vraiment, je pense qu'il y a peut-être eu un amalgame. On a peut-être été un peu trop rapide toutes les deux sur l'idée de la VAE sans frontières et expérience sans frontières. VAE sans frontières n'existe plus. On est bien sur le projet Expérience sans frontières. Mais nous, dans notre dynamique de diagnostic, on va toujours prendre l'expérience qui est acquise et envisager peut-être une VAE au démarrage. Et si on ne peut pas envisager de VAE, on va effectivement orienter le candidat. Si je peux me permettre, effectivement, vous êtes plusieurs conseillers Pôle emploi à continuer à nous envoyer des candidats potentiels pour VAE sans frontières. Les personnes que vous nous envoyez pour ce dispositif VAE sans frontières, qui n'existe plus depuis le 31 décembre, nous, on essaie de voir pour les intégrer dans le cadre d'Expérience sans frontières. Alors, Sandrine, quelle structure porte VAE sans frontières? VAE sans frontières n'existe plus. On est bien sur le projet Expérience sans frontières et la structure qui porte, c'est bien le DAVA de Lille. C'est le DAVA qui travaille avec les Greta. Voilà, c'est ça. On est partenaire sur le projet. Vaut-il mieux contacter directement Expérience sans frontières ou envoyer vers les Greta? Donc effectivement, c'est une bonne question. Il faut passer, je vous sollicite pour passer par Expérience sans frontières, parce que nous pilotons le projet pour l'ensemble de l'académie, donc toutes les personnes doivent nous être envoyées et ensuite on rebasculera vers les Greta. Ça ne vous empêche pas, si vous avez un lien privilégié avec les Greta, de les en informer, mais de toute façon, les Greta, s'ils ont des candidats, ils doivent s'adresser à nous pour que nous puissions prendre ce premier contact, que nous faisions le diagnostic avec ces candidats et ensuite on renvoie vers les Greta. D'accord. Ghislaine qui nous a quittés, de l'Académie de Lyon. Cathy, le numéro de téléphone est celui de Suzon. Mais oui, c'est Suzon qui centralise. Son rôle, c'est l'accueil des candidats.
Ah, et Susan a répondu. Ah non, oui, non, elle a répondu ce qu'on vient de dire. Ah, d'accord. Effectivement, c'est le numéro de Susan. Susan accueille les candidats. Susan peut être amenée à répondre à des questions concernant l'éligibilité, répondre à vos premières questions. Et si elle a besoin, elle vous orientera vers moi. Mais effectivement, c'est bien le numéro de Susan. C'est le premier contact, oui. A-t-on toujours cette obligation de trouver des preuves de l'expérience à l'étranger? Oui, pour l'instant. Pour l'instant. Toujours. Par contre, on a toujours, je pense, cette souplesse que nous avions quand même l'année dernière sur le fait que nous n'exigeons pas spécialement les preuves classiques de la VAE, mais c'est la possibilité d'ouvrir à d'autres types de preuves. Alors, j'ai donné cet exemple-là que je donne très régulièrement, mais parce qu'il parle à tout le monde. C'est un journaliste qui a fui son pays et qui avait sur lui uniquement, en partant de son pays, sa carte de presse. Sa carte de presse est une preuve qu'on pourrait accepter dans le cadre de ce dispositif. Ouais, tout à fait. Alors, Paquita qui parle d'une approche plus globale et Antonella qui pense à une association, Solidarité Nouvelle face au chômage. Thomas, oui, les premiers candidats ont été repérés. Là, on est sur le diagnostic et puis l'orientation vers le réseau des Greta. Fabienne, la régularité des situations est-elle une condition pour entrer dans le dispositif? Oui. Il nous est nécessaire que les personnes aient forcément un titre de séjour ou un visa long séjour. Enfin, ça, c'est une obligation. Oui. Suzanne, pour le webinaire du 28 destiné aux conseillers, s'il vous est possible de communiquer un lien d'inscription afin que je puisse, en tant que référente, bon, je pense que vous serez certainement amenée à réceptionner, mais on va être vigilant peut-être. Tout dépend de l'agence peut-être, parce que certaines agences ont été identifiées. Ouais, voilà. Bon, on garde vos coordonnées, Suzanne, peut-être, et puis peut-être nous indiquer votre agence. Oui, peut-être votre agence. Comme ça, on sera certaine de vous convier à ce webinaire. Stéphanie qui répond, Paquita. Et avec la réforme, comment ça va changer? J'ai pas de boule de cristal. Aujourd'hui, on est sur effectivement le dispositif actuel jusqu'au 31 décembre. On attendra les décrets d'application au 1er janvier 2024 et on s'adaptera, Paquita, si je puis me permettre, en espérant qu'il y ait plutôt une belle évolution puisqu'on sera plus sur les 1607 heures, une ouverture à tout public. Alors, je pense que ça sera encore mieux pour nous. Le fait de faire traduire les bulletins de paie est un frein. Alors, je ne sais pas si c'est une question ou si c'est une affirmation. Sachez qu'on ne l'a pas précisé, mais on a quand même un certain nombre de lignes budgétaires différentes dans le dispositif, et notamment une ligne concernant les traductions. Donc, il n'est pas forcément nécessaire, avant même de nous envoyer les candidats, de réaliser la traduction. On étudiera déjà dans un premier temps s'il est possible de toute façon d'envisager une VAE, et on ne va pas demander de traduction ou faire de traduction tant que la VAE n'est pas envisageable. Donc, ne vous embêtez pas avec ce sujet-là. C'est très bien que la personne ait ses bulletins de paie. On verra ce qu'on en fera, lesquels seront nécessaires, et puis lesquels on pourra faire traduire, nous, à notre niveau. Effectivement, Susan a apporté une réponse, une petite remarque, c'est-à-dire que les justificatifs de leur expérience sont nécessaires pour une VAE, mais ne sont pas nécessaires pour Expérience sans frontières. Si la personne voulait tenter de faire une VAE et que finalement on se rend compte qu'obtenir des preuves n'est pas possible, on vous l'a dit, on peut l'aider dans son orientation, dans son insertion professionnelle, sans passer par la VAE. La VAE est une option, mais il y en a d'autres. Oui, la souplesse, Laurence nous demande, effectivement, si on est sur les diplômes éducation nationale, pas identique pour les diplômes de la santé. Ben oui, bien sûr, nous, on porte le projet sur nos certifications. Alors après, on renvoie vers nos interlocuteurs. On est en intercertificateur, mais moins de souplesse, effectivement. On est sur de la santé aussi, du médical. Merci. Roubaix est invité. Voilà, Suzanne, qui est de Roubaix. Donc, Roubaix est identifié. Ouais. Et Fabienne, je reviens sur les éléments de preuve. Comment faire s'ils n'en ont plus? Peut-on prendre le relais de l'expérience n'est pas validée avec une formation AFEST?
L'expérience n'est pas validée avec la formation AFEST. Fabienne, ah oui, alors on n'a pas de preuve de l'expérience, mais effectivement, ce n'est pas validé non plus grâce à la FEST. Alors moi, je dirais qu'on fait du cas par cas et je n'ai pas d'exemple précis. Si on n'a pas de preuves, aujourd'hui, on ne les intègre pas. On envisage une autre solution, alors, Caroline. Si on n'a pas de preuves, on ne peut pas les intégrer à la VAE, même si parfois ils n'ont pas de preuves et finalement, en les accompagnant, on parvient à obtenir des preuves ou à réfléchir avec eux à ce qui pourrait être possible. Et donc, s'ils n'ont pas de preuves que la VAE n'est vraiment pas possible, à nouveau, je me répète, mais on pourra les intégrer à l'accompagnement renforcé sur d'autres dispositifs que la VAE. Travaillez-vous avec la Martinique? Alors, on aimerait bien. Que la Martinique faisait partie du dispositif VAE sans frontières, mais donc elle n'est plus présente. Elle n'est plus sur l'expérience sans frontières. Fabienne, vous êtes en Martinique? Ne fait pas partie de cette expérimentation. Alors Adeline, bonjour. Pour les personnes qui n'ont jamais travaillé, ils peuvent être orientés vers le dispositif HOPE. Oui, effectivement, nous sommes sur 2 dispositifs complémentaires et quand même extrêmement différents. Donc le dispositif HOPE va s'adresser plutôt à des personnes qui souhaitent reprendre une formation ou un certificat de compétences, donc avec l'AFPA, mais sur des métiers en tension, donc auprès de bassins avec des entreprises et des besoins qui ont été identifiés sur des métiers en tension, avec la mise en place donc d'une formation spécifique pour ces publics-là. Et donc, effectivement, des personnes qui n'ont jamais travaillé peuvent intégrer ce dispositif. Oui. Peut-être l'idée qu'un webinaire sera organisé en partenariat avec le CARIFOREF pour votre information, puisque effectivement, nous qui portons l'expérience sans frontières, Caroline a participé à un échange avec nos collègues de l'AFPA pour vraiment vous permettre de bien distinguer la plus-value de chaque dispositif. C'est ça, la complémentarité, la différence. A priori, on essaierait d'organiser ce webinaire avec le C2RP courant mi-avril. Voilà. Et Fabienne qui nous dit « Je dirige une association en Martinique ». Ah, ben vous essayez à aider la population. Alors, on pourrait en échanger peut-être, Fabienne, mais là, effectivement, on ne travaille pas avec nos collègues. Ils n'ont pas été… ils ont certainement peut-être été sollicités, mais là, je n'ai pas la réponse à la question. Mais en tout cas, n'hésitez pas à envoyer un petit message sur… même appeler Susan, envisager peut-être un échange. Paquita, cible. À partir de quel âge? Est-ce qu'il y a un âge? Ça n'a jamais été indiqué. Ça n'a jamais été indiqué, donc. Et on ne s'est même pas posé la question parce qu'on se regarde toutes les deux et on n'a pas eu de candidat jeune. Jeune, alors est-ce qu'on se dit qu'il ne serait pas peut-être majeur? Est-ce que ça serait votre question de fait? Est-ce qu'on parle de majorité? À partir de quel âge? Je n'ai pas la réponse à la question. Selon moi, il nécessite… Ah, s'ils ont une réponse. À partir de quel âge? Paquita dit oui, certainement par rapport à la majorité, mais on n'a pas un public jeune. Hein. Susan a dit 18 ans. 18 ans et avoir une expérience à valoriser. Ah d'accord, bon c'est que Susan a certainement un document peut-être, mais c'est vrai qu'on ne sait pas. Je ne sais plus. Ouais. Mais voilà, c'est vrai qu'il est nécessaire que ces personnes aient travaillé. Voilà. Très bien. Voilà. Moi, je pense qu'on a fait de Susan. Vous les trouverez sur le PowerPoint. Oui, on vous envoie le PowerPoint tout de suite. Écoutez, je pense qu'on a répondu aux questions. En tout cas, merci pour toutes ces questions. On espère avoir répondu aussi à vos interrogations. On est vraiment sur un basculement de VAE sans frontières sur expérience sans frontières. C'est tellement logique pour nous qu'on ne l'a peut-être pas bien exprimé. On a quand même voulu faire le transfert et avec un projet élargi pour ces personnes et leur faciliter une insertion dans notre beau pays. Alors, on va vous remercier pour votre attention, vos questions et vous inviter au prochain Café VAE qui aura donc lieu le 6 avril. Et là, on est vraiment orienté sur 2 dispositifs, la VAE bilan de compétences, comment identifier le dispositif correspondant au projet professionnel d'un collaborateur. On est orienté vraiment sur une approche
quelque part d'outils. On aimerait que vous soyez plus à l'aise par rapport à tous ces dispositifs qui vous sont proposés avec l'idée de, comme on l'a fait ce matin avec Caroline, de vous donner l'information simple et de répondre à vos questions. On n'a pas la réponse à la question. On vous la donne via une foire aux questions qui sera disponible sur le site Mon Avenir Pro. Un mot de la fin, Caroline? Oui, je vois que nos collègues ont déjà vous envoient déjà et vont vous envoyer le replay même de cette présentation de ce matin. Donc n'hésitez pas, si certains de vos collègues peuvent être intéressés, à transmettre ces quelques informations. Et puis bien sûr, nous sommes disponibles, que ce soit pour les conseillers Pôle emploi, que ce soit pour les centres de formation, enfin, tout prescripteur qui serait intéressé par une présentation en direct, soit auprès de leurs collègues, soit auprès des candidats potentiels. Nous sommes présents sans problème. Ouais, c'est vrai qu'on a la possibilité de faire du sur-mesure par rapport à l'expérimentation. Caroline coordonne le dispositif et elle est vraiment à votre disposition pour même peut-être, comme tu dis, le présenter et puis une présélection avec Suzon. Si vous avez plusieurs candidats, vous nous les orientez, on se déplace. On est parti donc sur 2 ans, 2023 et 2024. On souhaite vraiment que ce projet tienne un résultat très très positif. Alors on a besoin de vous quelque part pour que ça fonctionne. Voilà. Merci. Belle journée à tous et au plaisir donc au mois prochain, le 6 avril. À bientôt. Merci. Bonne journée. Bonne journée. Au revoir.